Alors bon, historiquement, dans l'histoire du sionisme, pour remonter aux origines, vous avez un sionisme de gauche, qui était le sionisme majoritaire, jusqu'à l'élection de Menachem Begin, qui lui appartient au courant qu'on appelle révisionniste. Donc ici, ce serait l'extrême droite de l'extrême droite, le révisionnisme. Mais le courant principal, c'était le courant de Ben Gourion, la gauche. Et vous aviez au centre ce qu'on appelait les sionistes généraux. Donc en fait, vous aviez à gauche le sionisme travailliste, disons, avec le parti Mapai de Ben Gourion. Au centre, le sionisme général, représenté par Chaim Weizmann à l'époque, et puis le sionisme de droite, d'extrême droite, de Jabotinsky. Et aujourd'hui, Netanyahou est l'héritier de Jabotinsky. C'était en fait Jabotinsky, Menachem Begin qui était à la tête de l'Irgun, organisation terroriste du sionisme révisionniste. Il a transformé son parti, et puis ce parti a formé une coalition au début des années 70, donc 1973, qui s'est appelé le Likoud. Donc c'est lui qui est aujourd'hui au pouvoir. Dans le champ, on va dire, français, vous avez un sionisme de gauche et un sionisme de droite, en fait. Et dans le Parti socialiste, on a évoqué Julien Drey, pas seulement lui, hein, mais Moscovici, les apparatchiks du Parti socialiste, Dominique Strauss-Kahn, qui déclarait par exemple au début des années 90, en 1992, qu'il se réveille tous les matins en se demandant ce qu'il peut faire pour Israël, Dominique Strauss-Kahn. Donc on a un sionisme historiquement de gauche, même depuis l'époque de Léon Blum. Léon Blum était ouvertement sioniste. Et à droite, vous avez historiquement, effectivement, en France, un sionisme de droite. On l'a vu, par exemple, lors de la guerre pour le canal de Suez, en 1956. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen s'était engagé à l'époque. Il était sioniste. Après, il a plutôt dérivé vers une critique du sionisme et d'Israël. Et aujourd'hui, en fait, je vous refais une histoire à grands traits. Aujourd'hui, en fait, depuis l'arrivée des néoconservateurs au pouvoir aux États-Unis avec l'élection volée de George W. Bush en 2000, puis les attentats du 11 septembre qui ont constitué, comme l'a dit le général Wesley Clark, ancien commandant suprême de l'OTAN, un coup d'État, donc l'arrivée au pouvoir des néoconservateurs en 2000-2001, constitue un tournant parce que ce tournant aux États-Unis va avoir une influence importante en France avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Et en fait, avec l'élection de Nicolas Sarkozy, déjà même un peu avant, vous avez les réseaux néoconservateurs qui vont l'accompagner et qui vont d'ailleurs pénétrer le Quai d'Orsay. On a M. Lévite. Déjà. Oui. Et vous avez par exemple un article du magazine Marianne il y a quelques années qui s'intitule « La petite secte néoconservatrice du Quai d'Orsay ». Et donc au Quai d'Orsay, vous avez la secte néoconservatrice qui l'a colonisé. Et donc aujourd'hui, on a en France un courant néoconservateur likoudnik radical. Par exemple, sur CNews, vous avez un certain Gilles-William Goldnadel, qui a été, je crois, vice-président du CRIF, qui est un ami proche de Meir Habib et un ami proche de Netanyahou. Et donc vous avez toute une mouvance néoconservatrice likoudnik radicale. Vous avez donc Goldnadel, vous avez Zemmour, qui s'est défendu d'être sioniste pendant des années, bien que je l'avais repéré il y a longtemps, qui a fait son coming out sioniste, notamment après son voyage en Israël. Et vous avez quelqu'un avec qui je vais bientôt débattre d'ailleurs, Jean Messia, qui lui aussi est sur cette ligne likoudnik et qui je dirais pas qui se bidonne sur le massacre des Gazaouis, mais qui n'a strictement rien à faire. Donc voilà, on a cette mouvance-là. Mais cette mouvance, elle a pris le pouvoir. Est-ce que par exemple Macron, on peut le qualifier de personnalité proche du sionisme? Alors c'est intéressant. En fait, Macron, il est ce que j'appellerais une synthèse entre le globalisme de gauche et le globalisme de droite. Disons le globalisme de gauche, pour faire simple, je vous renvoie au livre de Pierre-Antoine Plaquevent, Métapolitique du globalisme. Soros et la société ouverte, Métapolitique du globalisme aux éditions Culture et Racine. Et George Soros n'est pas seulement un milliardaire avec des réseaux puissants, il est l'héritier d'un courant idéologique que retrace Pierre-Antoine Plaquevent d'ailleurs dans son ouvrage, qu'on peut appeler le globalisme de gauche, c'est-à-dire détruire les frontières, détruire la parenté, détruire la distinction entre les sexes. Et vous avez un globalisme de droite qui est en fait le néoconservatisme, qui est aligné, d'ailleurs c'était des anciens trotskistes,
alignés sur la politique likoudnique d'Israël. Et donc, en fait, Macron n'est pas fondamentalement, lui, je pense, un sioniste, parce que pendant des années, il a refusé de se rendre en Israël, mais par la force des choses, et d'ailleurs, on le voit dans son gouvernement avec un Darmanin que Sarkozy lui a mis dans les pattes, on voit en fait une synthèse. Donc, en France, vous avez Macron qui est une synthèse entre, il est parti en Israël apporter son soutien à Benjamin Netanyahou, et en même temps, il est sur une ligne LGBT, on le voit avec son Premier ministre qui était précédemment ministre de l'Éducation nationale. Et par exemple, aux États-Unis, Hillary Clinton est une belle synthèse aussi. C'est-à-dire qu'elle est à la fois sur une ligne likoudnique et sorosienne, proche de George Soros. D'ailleurs, la fondation Clinton a reçu de l'argent de George Soros. Et Hillary Clinton, on a vu qu'elle a dérivé. C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, elle avait osé prendre dans ses bras la femme de Yasser Arafat. Le lobby pro-israélien lui a tapé dessus, et c'est très bien expliqué par Walter Mersheimer. Et petit à petit, ils l'ont ramené au bercail. Parce qu'en fait, aux États-Unis, comme l'explique Walter Mersheimer, on ne peut pas être antisioniste et arriver au pouvoir, et avoir aussi un siège au Congrès, par exemple. Si on arrive à avoir un siège, le lobby pro-israélien va financer un adversaire. Donc Hillary Clinton, par exemple, est une belle synthèse de ce double globalisme. Je rappelle ses déclarations quand elle allait se présenter en 2015-2016. Elle avait dit qu'elle raserait l'Iran et qu'elle le ramènerait à l'âge de pierre. Elle avait aussi menacé d'une guerre contre la Russie. Et après la destruction de la Libye, parce qu'elle a été quand même en point dans la destruction de la Libye, elle avait éclaté de rire en disant nous y sommes allés, nous avons vu, et il est mort, en parlant de Kadhafi. Mais est-ce que le sionisme, c'est un nationalisme, comme certains le disent, ou c'est plutôt un mondialisme ? Non, alors en fait, le sionisme est un projet national juif, c'est-à-dire le projet initial, c'était de créer une nation juive et une nation sur la terre de Palestine exclusivement juive. C'est ça. Alors, il y a, comme je l'ai dit, une tendance de gauche et une tendance de droite. Ils ont exactement les mêmes finalités. Mais c'est simplement les méthodes qui changeaient. Entre Jabotinsky et Ben-Gourion, la différence, c'est les méthodes, pas l'objectif. L'objectif, c'est un État d'Israël qui s'étend du Nil. Alors, ça dépend des périodes, hein, ça dépend des écrits, mais au moins le Sinaï, ce qui s'appelait à l'époque la Transjordanie, qui est devenue la Jordanie, le Liban, jusqu'au fleuve Litanie, et le sud de la Syrie. Et sinon, il y a la version maximaliste, Grand Israël. Alors là, c'est la totale, c'est le Sinaï, c'est le nord de l'Arabie Saoudite, c'est la Syrie, c'est une partie de l'Irak, et c'est tout le Liban. Mais ça, c'est un projet qui est possible Non, alors, ils font ce qu'ils peuvent pour le faire advenir, mais le problème, c'est qu'il y a des verrous. Par exemple, en 1978, ils ont occupé le sud Liban, puis ils ont lancé une offensive jusqu'à Beyrouth, avec le siège de Beyrouth en 1982. Et c'est lors de cette guerre que le Hezbollah a été créé. Et le Hezbollah a finalement, en 2000, mai 2000, poussé Israël, donc qui est sorti du sud Liban, mis à part une partie du sud Liban. Donc en fait, il y a des verrous. Et c'est pour ça que le lobby pro-israélien a milité aux États-Unis, les dirigeants israéliens et le lobby pro-israélien aux États-Unis, ils ont milité pendant des années pour pousser les États-Unis à détruire les États qui constituaient des verrous à l'expansion israélienne. S'attaquer au Hezbollah, s'attaquer à la Syrie, faire tomber Saddam Hussein, faire tomber aussi la Libye au passage. Et il y avait toute une série de pays à détruire. Alors aujourd'hui, 4 mois après, on en est où de ce conflit ? Alors, sur le plan militaire, il y a un enlisement de l'armée israélienne à Gaza. Les objectifs officiels, c'était de détruire le Hamas, mais peut-être que j'aurai le temps d'expliquer plus tard que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est l'épuration ethnique de Gaza. N'hésitez pas à le dire. Je le dis tout de suite. Voilà, dites-le tout de suite. Ouais. Je le dis tout de suite. Faites dessus, on le dit. J'avais dit en introduction que dans mon livre, dans mon premier livre en 2015, j'avais rapporté les propos
de Moshe Feiglin en 2014. Donc le projet, le plan pour Gaza, My Outline Solution for Gaza, c'était le titre paru en juillet 2014, dans lequel il disait, pendant le bombardement à Gaza, il disait qu'il faut que l'armée israélienne utilise une puissance de feu maximale sans prendre en compte les boucliers humains et chasser toute la population de Gaza vers le Sinaï, car Gaza appartient au peuple juif et il lui reviendra jusqu'à la fin des temps. C'est ça que dit Moshe Feiglin et c'est ça qui est précisément en train de se passer aujourd'hui. C'est l'application de ce plan. Il n'est pas le seul, ça fait depuis... On peut remonter loin, au moins en 2000, on avait déjà ces plans-là. Bref, et ça a été dit encore par le gouvernement israélien récemment. Et quand ils ont commencé le massacre, le porte-parole francophone de l'armée israélienne a dit à la télévision française qu'ils doivent partir, que les Gazaouis doivent partir. Alors je ne sais plus s'il a mentionné le Sinaï, mais en tout cas, les dirigeants israéliens l'ont mentionné encore récemment. C'est ça l'objectif. Maintenant, l'objectif affiché, c'était la destruction totale du Hamas. Or, ils n'y sont pas parvenus. Ils ont rasé la quasi-totalité de la ville, je crois, de la bande de Gaza, 75% a été rasé. Là, il y a, je crois, 1,5 million de déplacés vers le sud. Donc, en fait, ils ont poussé la population vers le sud pour faire pression sur l'Égypte, que l'Égypte, en fait, accepte. C'est pour ça que l'Égypte a massé des troupes à la frontière. Et donc, sur le plan militaire, c'est une défaite parce que le Hamas est toujours actif. Les brigades Asdin al-Qassam continuent de combattre Tsahal et les Israéliens ont même été obligés de retirer, je crois, 20 000 hommes du nord. Donc ils ont bombardé le nord, maintenant ils bombardent le sud, mais leurs objectifs sont principalement civils, pas militaires. Voilà. Et de toute façon, l'état-major israélien en était conscient et les généraux l'ont dit. Parce qu'en fait, il y a un décalage entre la classe dirigeante politique israélienne, avec un gouvernement composé de fanatiques religieux messianistes, et l'état-major israélien qui a été mis, on va dire, devant le fait accompli. Donc Netanyahou leur a dit « on va rentrer dans Gaza, opération terrestre ». Et comme l'a rapporté Charles Anderlin, l'état-major a dit « on n'a pas de plan, on n'a pas préparé de plan ». Et donc, ils avaient 2-3 semaines pour préparer un plan et pour mobiliser les réservistes. Or, il était évident que l'armée israélienne se casserait les dents dans un combat urbain, parce que le Hamas, lui, et les autres groupes armés de Gaza se préparaient depuis des années et des années à ce combat. C'est-à-dire quoi, ils n'ont pas vu venir le 7 octobre ? Alors, s'ils l'ont vu venir, parce que même Lieberman, qui était ministre de la Défense du gouvernement de Netanyahou, a vendu la mèche en disant... parce que Netanyahou a dit on n'était pas au courant. Lui, Lieberman, a dit si, il était au courant. Il y avait un rapport qui lui a été présenté déjà il y a plusieurs années sur la préparation d'une attaque. Une semaine ou 10 jours avant, le ministre du renseignement égyptien a appelé au téléphone Netanyahou pour le prévenir d'une attaque, de l'imminence d'une attaque. Et il n'a pas donné de réponse. Donc, ça veut dire que Netanyahou était au courant et qu'il a laissé faire. D'autant plus que lorsque l'attaque a été lancée, l'armée israélienne n'a pas reçu d'ordre au départ pour contre-attaquer. Ils ont empêché l'armée, en fait, d'intervenir pendant 4 à 5 heures. Et ce n'est qu'à partir de la 4e ou la 5e heure suivant l'opération du Hamas que l'armée israélienne est entrée en mouvement pour faire de gros dégâts, y compris dans la population. On connaît les dégâts ou pas ? En fait, c'est difficile parce qu'au départ, les Israéliens nous ont dit qu'il y a 1400 morts. Or, ils se sont rendus compte que parmi les corps calcinés, il y en avait 200 qui appartenaient au Hamas. Donc on est descendu à 1200. Or, si les corps calcinés israéliens et du Hamas ont été frappés par les mêmes armes, ça veut dire que les maisons calcinées détruites par voie aérienne, les voitures détruites, calcinées, et les corps calcinés ne sont pas le fait du Hamas. C'est le fait de l'armée israélienne qui a envoyé des hélicoptères Apache. Et d'ailleurs, ça, je me fonde sur la presse israélienne et les témoignages de pilotes
de Apaches israéliens qui ont dit on ne pouvait pas distinguer les civils israéliens et les combattants du Hamas, et, je cite, j'ai vidé le ventre de mon Apache. Alors, et dernière question, et après vous pourrez rentrer dans le débat. On va parler un peu du Yémen, parce que c'est quelque chose qui est très très occulté, pour le coup, par nos grands médias. D'ailleurs, on a reçu l'année dernière Romain Molina, qui avait fait un excellent livre sur le Yémen. Un petit mot peut-être pour expliquer un peu la situation. Alors, les Yéménites jouent un rôle assez important dans cette guerre contre Gaza, c'est-à-dire qu'ils bloquent les voies maritimes de la mer Rouge, ce qui fait perdre énormément d'argent, pas seulement à Israël, mais à un certain nombre de pays européens. D'ailleurs, c'est plus les Européens qui perdent de l'argent que les Américains, parce que ça oblige les navires à faire un détour par le sud de l'Afrique. Voilà. Donc ça fait perdre de l'argent aux Européens, ça fait perdre de l'argent aux Égyptiens. Et les Yéménites, eux, très clairement, disent c'est une mesure de rétorsion contre Israël et leurs alliés, et ceux qui les soutiennent. Et disons que ce que font aujourd'hui ce qu'on appelle Ansarullah, c'est-à-dire les auxiliaires de Dieu, c'est comme ça qu'ils s'appellent, ces combattants yéménites, font un peu ce qu'avait fait Nasser à la veille de la guerre de 6 jours, c'est-à-dire empêcher le passage des navires commerciaux israéliens par le canal de Suez. Merci beaucoup, cher Youssef Indy. Merci à vous. On va passer